Si vous ouvrez un réseau de neurones entraîné, un grand modèle de langage, un réseau de vision, n'importe lequel, et que vous regardez les directions selon lesquelles il range l'information, vous tombez sur une régularité. Ces directions sont presque toujours orthogonales les unes aux autres, ou aussi orthogonales qu'elles puissent l'être. Et c'est curieux, parce que rien ne l'oblige. En algèbre linéaire, pour repérer un point dans un espace, il faut des directions de référence, ce qu'on appelle une base. La seule chose qu'on exige de ces directions, c'est qu'elles soient indépendantes, qu'aucune ne soit une combinaison des autres. On ne demande nulle part qu'elles soient orthogonales. Regardons ça concrètement dans le plan. Voici deux directions de référence. L'une est horizontale, l'autre penche, elles ne sont pas orthogonales. Et pourtant, lorsque je déplace ce point, il se décompose proprement sur ces deux directions. Deux coordonnées, tant le long de la première, tant le long de la seconde. Le point est repéré sans ambiguïté. On amène P dans un autre cadran, les coordonnées se mettent à jour. On lâche le point, la décomposition reste affichée. Donc une base n'a pas besoin d'être orthogonale pour faire son travail. Et pourtant, les réseaux, eux, cherchent l'orthogonalité. Dans le modèle jouet de la vidéo précédente, dans les vrais transformers, jusque dans le cortex visuel, on retrouve cette même préférence pour des directions à angle droit ou presque. Mais pourquoi? Pourquoi un réseau s'imposerait-il une contrainte dont l'algèbre dit qu'elle est inutile? C'est une objection solide, et elle est juste. La réponse ne tient pas à l'algèbre, elle tient à quelque chose que l'algèbre ne regarde pas, ce qu'un réseau sait réellement calculer. Pour avancer, il faut séparer deux opérations qu'on a tendance à confondre, écrire de l'information et la relire. Écrire d'abord, quand un réseau range plusieurs informations, appelons-les des features, il les superpose. Chaque feature a sa direction de stockage et l'information totale, c'est la somme. Tant de la première direction, tant de la deuxième, et ainsi de suite, en une formule, H égale la somme des xi fois wi, où wi sont les directions et les xi les quantités de chaque feature. Pour cette opération-là, écrire, n'importe quelle direction indépendante convient, aucune contrainte, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec la base oblique. Relire maintenant, et là il y a une expérience familière, une soirée bruyante, 20 conversations en même temps, tout ça arrive à l'oreille mélangée en un seul signal, et pourtant on suit une voix, on extrait une source d'un mélange, c'est exactement le problème qu'on a ici, sauf que notre mélange c'est H, et la voix qu'on veut isoler c'est une feature. Relire, donc, c'est l'opération inverse de l'écriture. À partir du mélange H, retrouver la quantité d'une feature donnée. Et c'est là que tout se joue. La façon la plus naturelle de lire, c'est le produit scalaire, une mesure d'alignement entre deux directions. Pour lire la feature J, on projette H sur sa direction WJ. Regardons ce que ça donne. Commençons à angle droit. J'ai écrit une certaine quantité de feature 1, une certaine quantité de feature 2, voilà leur mélange. Je lis la feature 1 en projetant le mélange sur sa direction. Et ce que je lis tombe juste, exactement ce que j'avais écrit. L'erreur est nulle. Dans la grille de Gram, la case qui mesure l'angle entre les deux directions est à 0. Maintenant, je referme l'angle. Les deux directions se rapprochent, la lecture se met à mentir. L'erreur apparaît en rouge et grossit au fur et à mesure que l'angle se referme. Et la grille raconte la même histoire au même instant. La case hors diagonale se remplit, du même rouge cette erreur et cette case, ce n'est pas une coïncidence, c'est le même nombre. Et l'erreur vient bien de l'autre feature. Si je coupe la feature 2, l'interférence disparaît, même à angle fermé. Ce n'est pas le nombre de features qui pollue, c'est l'angle entre leurs directions. Décomposons ce qu'on vient de voir. Quand je lis la feature J par produit scalaire, je récupère deux choses. La quantité que je cherche, xj, multipliée par la longueur au carré de sa direction, ça c'est le signal, et puis une somme parasite, tous les autres features, chacune pondérée par le produit scalaire entre sa direction et wj. Ça, c'est l'interférence. L'interférence, c'est le produit scalaire entre wi et wj pour les directions i différentes de j. Et ce terme vaut 0 dans un seul cas, quand les directions sont orthogonales. Le produit scalaire de deux directions orthogonales est nul. Voilà le premier indice. Si les directions sont orthogonales, la lecture naïve est parfaite. Si elles sont obliques, elle est polluée. L'orthogonalité ne sert pas à écrire, n'importe quoi marche pour écrire, elle sert à lire. Et puisqu'on va parler d'angle entre directions, donnons un nom à l'objet qui les contient tous. Si on range tous les produits scalaires entre nos directions dans un tableau, on obtient ce qu'on appelle la matrice de Gram. G égale W transposé fois W. Chaque case G, I, J est le produit scalaire de la direction I avec la direction J. Sur la diagonale, chaque direction avec elle-même, sa longueur au carré.
hors de la diagonale, les interférences. Ce tableau revient à chaque étape de ce qui suit. Reprenons l'objection au sérieux. D'accord, lire naïvement une base oblique donne des erreurs. Mais ne peut pas-on lire intelligemment, au lieu de lire chaque feature avec sa propre direction de stockage, fabriquer pour chacune un instrument de lecture sur mesure? C'est exactement ce que permet un objet qu'on appelle la base duale. Voilà l'idée, mais prenons-la par le concret. Pour lire la feature 1, mon réflexe est de projeter sur W1, sauf que W1 n'est pas orthogonal à W2, donc en projetant sur W1, j'attrape aussi un peu de la feature 2, c'est l'interférence de tout à l'heure. Alors posons la question autrement. De quelle direction aurais-je besoin pour lire la feature 1 sans attraper la feature 2? D'une direction le long de laquelle la feature 2 ne projette rien, c'est-à-dire d'une direction orthogonale à W2. C'est ça l'instrument R1, la direction orthogonale à W2. Le long de R1, la feature 2 est invisible, elle projette 0. Il ne reste qu'à la mettre à la bonne échelle pour que la feature 1, elle, se lise pleinement. Et voilà ce qui déroute et qu'il faut bien voir. L'instrument qui lit la feature 1 ne pointe pas vers la feature 1. Il pointe orthogonalement à l'autre. R1 est défini par ce qu'il doit ignorer, pas par ce qu'il doit lire. C'est tout l'inverse de l'intuition de départ. On peut le résumer en une condition. Chaque instrument R1 vaut 1 sur sa propre feature et 0 sur toutes les autres. Un capteur dédié à un axe, parfaitement sourd aux autres. Et pourquoi cette seule condition suffit-elle à le fixer entièrement? Parce que lire une coordonnée, c'est transformer un vecteur en un nombre en respectant l'addition. La lecture d'une somme de mélange est la somme des lectures, et celle d'un mélange doublé est la lecture doublée. Une opération de ce genre est entièrement déterminée par ce qu'elle vaut sur chaque direction de stockage, rien de plus. Imposer 1 sur la mienne, 0 sur les autres, suffit donc à la définir sans la moindre ambiguïté. Il n'existe qu'un seul instrument qui réponde à ça. C'est pour cette raison que lire les coordonnées et fabriquer ces instruments sont une seule et même chose. Notons qu'en deux dimensions, ignorer l'autre veut dire être orthogonal à l'autre direction. Avec davantage de directions, ce serait être orthogonal à toutes les autres à la fois, la même idée, mais en plus riche. Reste à savoir comment le fabriquer. On cherche les vecteurs de lecture. Mettons-les dans une matrice R. La condition qu'on veut, 1 sur soi, 0 sur les autres, s'écrit en une ligne. W transposé fois R égale la matrice identité. Cherchons R sous la forme W fois une matrice M qu'on doit déterminer. On remplace W transposé fois W fois M égale l'égalité. Mais W transposé fois W, on vient de lui donner un nom, c'est la matrice de Gram, G. Donc G fois M égale l'identité, autrement dit M est l'inverse de G. L'instrument de lecture, c'est donc R égale W fois G inverse. Reprenons à angle fermé avec la lecture naïve. L'erreur est bien présente. Et maintenant, je change d'instrument. Au lieu de lire avec les directions de stockage, je lis avec les instruments sur mesure. L'erreur tombe à 0. La lecture est exacte. Et je peux incliner les directions autant que je veux. Les instruments s'ajustent et la lecture reste juste. À tout angle, sur le papier, l'objection a changé. On décode de travers sans la moindre erreur. Mais regardons pourquoi ça marche. Parce que c'est contre-intuitif. L'instrument qui lit la feature 1, ce n'est pas la direction de la feature 1. C'est cette direction-là orthogonale à la feature 2. Et le long de cet axe, la contribution de la feature 2 ne projette rien, son nombre est nul. La feature 2 est invisible, c'est pour ça que la lecture est propre. L'instrument est défini par ce qu'il doit ignorer, pas par ce qu'il vise. Et le cas qui éclaire tout, quand les directions sont à angle droit, être orthogonales à l'autre et pointer vers soi, deviennent la même chose. L'instrument de lecture se confond avec les directions de stockage, il n'y a plus rien à fabriquer. Et regardez ce cas particulier. Si les directions sont orthogonales et de longueur 1, on dit orthonormée, que vaut la matrice de Gram? Sur la diagonale, chaque direction avec elle-même vaut 1. Hors diagonale, deux directions orthogonales valent 0. C'est la matrice identité. Et l'inverse de l'identité, c'est l'identité. Donc l'instrument sur mesure, W fois G inverse, redevient simplement W. Les vecteurs de lecture sont les vecteurs de stockage eux-mêmes. Il n'y a plus rien à fabriquer. Lire, c'est multiplié par la transposée de W, et c'est exact. Et là, l'étrangeté de tout à l'heure disparaît. L'instrument R1 devait pointer orthogonalement à W2, mais si W1 est déjà orthogonal à W2, alors pointer orthogonalement à W2 et pointer vers W1 devient la même direction. Ignorer l'autre et viser sa propre feature se confondent. C'est seulement dans ce cas que l'instrument de lecture peut être la direction de stockage elle-même. Dans le cas orthonormé, l'instrument coûteux, l'inverse de Gram, s'effondre sur l'instrument gratuit, la transposée. Mais pour l'instant, restons sur le constat général. Avec la base duale, on décode une base oblique sans aucune erreur. Donc l'objection du début semble triompher.
l'orthogonalité n'est pas nécessaire, il suffit d'utiliser le bon instrument de lecture. Sauf que cet instrument a un prix, 3 prix en fait. Le premier problème apparaît quand les directions se rapprochent, c'est-à-dire quand elles deviennent presque parallèles. Prenons deux directions de longueur 1 séparées d'un angle θ. Leur matrice de Gram, c'est un tableau 2 par 2, D1 sur la diagonale et le cosinus de θ hors diagonale. Les deux valeurs propres de ce tableau, les deux quantités qui gouvernent son comportement, valent 1 plus cosinus θ et 1 moins cosinus θ. Quand l'angle se ferme, quand θ tend vers 0, le cosinus tend vers 1, et cette deuxième valeur propre, 1 moins cosinus θ, tend vers 0. Or, fabriquer la base duale, c'est inverser cette matrice, et inverser, ça fait intervenir l'inverse des valeurs propres. Une valeur propre qui tend vers 0, c'est un inverse qui tend vers l'infini. Concrètement, les coefficients de l'instrument de lecture deviennent gigantesques, et le moindre bruit dans le signal, une imprécision minuscule sur h, est multiplié par ces coefficients énormes. La lecture exacte en théorie devient inutilisable en pratique parce qu'elle amplifie le bruit de façon catastrophique. Restons sur l'instrument exact et ajoutons un peu de bruit sur le mélange. Une imprécision minuscule comme il y en a toujours. À grand angle, ça ne change rien, la lecture est bonne. Ce chiffre en haut, c'est le facteur d'amplification du bruit. Pour l'instant, il vaut à peine que 1. Mais je referme l'angle et le facteur s'envole. À 2 degrés près, le même bruit ressort multiplié par plus de 1000. La lecture théoriquement exacte est devenue inutilisable, exacte sur le papier, ruinée par la moindre imprécision. Et une précision qui compte, je change le bruit encore, l'erreur réelle saute dans tous les sens, elle dépend du bruit qu'on tire. Ce qui explose proprement, régulièrement, ce n'est pas l'erreur, c'est ce facteur d'amplification, c'est lui la vraie grandeur du problème. Donc c'est la première fissure dans la victoire de la base duale. Elle est exacte sur le papier, mais fragile au bruit. Et il y a toujours du bruit. Le deuxième problème est plus profond. Pour fabriquer la base duale, il faut inverser la matrice de Gram. Posons-nous la question bêtement. Un réseau de neurones, est-ce qu'il fait cela? La réponse est non, et pas par incapacité de principe. On pourrait en théorie lui faire calculer un inverse. Mais ce n'est pas l'opération qu'il réalise, et il s'en garde pour de bonnes raisons. Inverser une matrice, c'est coûteux. Le travail croît comme le cube de la dimension, ce qui devient impraticable à grande échelle. C'est instable, les directions de stockage d'un réseau bougent à chaque pas d'entraînement, et l'inverse peut sauter d'une valeur énorme à l'autre, d'un pas sur l'autre. Et près du cas presque parallèle qu'on vient de voir, le calcul devient numériquement ingérable. Alors qu'est-ce que le réseau sait faire à bas coût de façon stable? Multiplié par une matrice. Que ce soit la transposée des poids de stockage ou une matrice de lecture apprise à part, peu importe. Dans les deux cas, c'est une opération linéaire fixe, jamais une inversion recalculée à chaque pas. Le réseau décode par multiplication, pas par inversion. Et c'est là que tout se noue. Reprenons le cas orthonormé, quand les directions sont orthogonales et de longueur 1, l'instrument de lecture est la transposée. Autrement dit, la transposée donne la bonne lecture dans un seul cas, quand les directions sont orthonormées. Le réseau a donc un choix implicite. Soit il garde les directions obliques, et alors son décodeur bon marché, la transposée, donne des lectures polluées par l'interférence, soit il pousse ses directions vers l'orthogonalité, et là son décodeur bon marché devient aussi le décodeur exact. L'entraînement choisit massivement la deuxième option. Et voilà la prise de position de cette vidéo. Le réseau ne cherche pas l'orthogonalité par élégance, ni parce qu'on la lui a demandé. Il y est poussé par une contrainte qu'on oublie de regarder. Son décodeur est une matrice fixe, pas un inverse recalculé, et une matrice fixe ne donne la lecture exacte que dans une géométrie orthogonale. Même quand il apprend un décodeur séparé, l'entraînement le ramène à cette même solution, parce que c'est celle qui minimise l'erreur. L'orthogonalité, c'est la géométrie où une simple multiplication suffit à relire ce qu'on a écrit. Deux façons de lire côte à côte. À gauche, la transposée, la lecture bon marché, celle que le réseau sait faire. À droite, la lecture exacte. À angle droit, regardez, les deux sont identiques. La voie gratuite donne le bon résultat. Et je ferme l'angle, et les deux lectures se séparent. La transposée s'écarte de l'exact, et l'écart grandit. La voie gratuite ne tombe juste qu'à un seul endroit, à angle droit. Partout ailleurs, elle se trompe. Une seule géométrie réconcilie la lecture que le réseau peut faire et la lecture qu'il faudrait faire, celle où les directions sont orthogonales. C'est là et seulement là que transposer suffit. Reste un troisième cas, et c'est le pont avec la superposition. Jusqu'ici, on a supposé qu'on avait une vraie base, autant de directions que de dimensions, toutes indépendantes. Mais un réseau veut souvent stocker beaucoup plus de features qu'il n'a de dimensions. Mettons n features dans un espace de dimension d avec n plus grand que d. Et là, un simple fait s'impose.
n directions dans un espace de dimension d plus petit, ça fait trop de directions. Elles ne peuvent pas être toutes indépendantes. La matrice de Gram est de taille n par n, mais son rang, sa dimension utile, ne dépasse pas d. Une matrice qui n'est pas de plein rang n'a pas d'inverse. Pas d'inverse de Gram, donc pas de base duale. La parade exacte qu'on avait construite n'existe même plus. Que reste-t-il alors? La transposée, toujours elle. C'est le seul instrument de lecture disponible. On ne peut plus annuler l'erreur d'interférence, on peut seulement la rendre petite. Et pour ça, deux leviers. Garder les directions aussi orthogonales que possible, et compter sur le fait qu'à chaque instant, peu de features sont actives en même temps, ce que l'on appelle la sparsité. Attention au mot sparsité, ça veut dire peu de features actives à un instant donné, pas peu de features stockées. Le réseau en stocke énormément, mais comme rarement plus de quelques-unes s'allument ensemble, le flou de lecture ne gêne pas. 3 prix donc pour la base duale. Elle amplifie le bruit, le réseau ne la calcule pas, il la transpose, et en superposition elle n'existe même plus. À chaque fois la même issue, des directions orthogonales ou aussi orthogonales que possible. On pourrait croire que tout ça est une particularité du décodage, ce serait passé à côté de l'essentiel. Pour le décodage, je viens de dire que le réseau a un peu de liberté, il peut apprendre une matrice de lecture à part. Mais il y a une opération où il n'a aucune liberté, où la transposée s'impose à lui sans qu'il puisse y échapper. C'est l'opération la plus centrale de tout l'apprentissage profond, l'apprentissage lui-même, la rétropropagation. Quand une couche traite l'information, elle calcule z est égal à w fois x. Elle multiplie l'entrée par ses poids. Quand le réseau apprend, il doit faire remonter l'erreur en sens inverse, de la sortie vers l'entrée pour corriger chaque poids. Et la règle de dérivation des fonctions composées, celle qu'on apprend en analyse, dit comment ce gradient remonte, en multipliant par la transposée de w. La même opération qui peut servir à décoder est forcée dès qu'on apprend. Toute couche fait circuler l'information vers l'avant avec w, et l'erreur vers l'arrière avec w transposée. Là, sans alternative. La transposée est dans la mécanique même de l'entraînement. On pourrait en citer d'autres apparitions. La tension dans les transformeurs est faite de produits scalaires, c'est-à-dire d'alignement entre directions. Le point est fait avec un seul exemple et il est solide. L'opération que les réseaux savent faire à bas coût, dans les deux sens, c'est multiplié par une matrice et par sa transposée. On peut le résumer d'une phrase avec un mot un peu savant, la décomposition en valeurs singulières. Elle dit que transposer et inverser une matrice ne diffèrent que par ses facteurs d'étirement et que ces facteurs valent tous 1 exactement quand la matrice est une rotation. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là, on l'a déjà vu plus simplement avec la matrice de Gram qui devient l'identité. Voilà pourquoi l'orthogonalité revient partout, ce n'est pas un mode ni un goût, c'est la géométrie qui rend la transposée, l'opération que le réseau réalise, équivalente à l'inverse, l'opération qu'il ne réalise pas. Partout où un réseau a besoin de défaire ce qu'une matrice a fait, il a intérêt à ce que cette matrice soit presque une rotation. L'orthogonalité est l'attracteur naturel de tout le système. Revenons à l'objection du début. Elle était juste. Une base oblique suffit en théorie à représenter et même à relire de l'information sans erreur, à condition de fabriquer le bon instrument de lecture, la base duale. Mais 3 obstacles pratiques la défont. Cet instrument amplifie le bruit dès que les directions se rapprochent. Le réseau ne le calcule pas, il décode par une matrice fixe, et une matrice fixe n'est exacte que dans une géométrie orthogonale. Et dès qu'on stocke plus de features que de dimensions, l'instrument exact n'existe même plus. À chaque fois, la même réponse émerge, des directions orthogonales, non pas par élégance, par contrainte. L'orthogonalité, c'est la géométrie où transposer suffit. Et si vous avez vu la vidéo sur la superposition, le tout dernier morceau se met en place ici. On y avait trouvé ces configurations, les directions qui se répartissent en polygones réguliers, en forme étonnamment symétrique, quand le réseau rangeait plus de features qu'il n'avait de dimensions. À l'époque, on les avait regardées comme une curiosité géométrique, une beauté inattendue. Ce n'en était pas une, ces polygones, c'était exactement les configurations qui rendent la lecture par transposée aussi bonne que possible quand il n'y a plus de base. Les directions les plus uniformément réparties, les plus proches de l'orthogonalité que la place disponible autorise. La superposition vous disait combien un réseau peut stocker, l'orthogonalité vous dit comment il relie ce qu'il a stocké. C'était les deux faces d'une même question, et les polygones étaient la réponse aux deux à la fois.